Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le cours d'aujourd'hui portera sur l'équilibre phosphocalcique. Donc l'équilibre phosphocalcique, on va parler de deux électrolytes qui sont importants pour notre organisme, importants par leur abondance et par leur rôle. Euh, Juste un rappel que un adulte, par exemple, de 70 kg contient environ 1 kg de calcium. C'est l'électrolyte le plus abondant de notre organisme. Et il contient environ 550 grammes de phosphore. Voilà, je voyais l'idée par leur importance, par leur rôle, par leur quantité. Et leurs rôles ils ont un rôle très important, comme ce qu'on avait pour l'équilibre acido-basique. Il est très régulé. De la même manière, l'équilibre phosphocalcique, il est très régulé. Et on va voir les hormones qui vont réguler l'équilibre acido-basique, les hormones, les mécanismes qui vont réguler cet équilibre phosphocalcique. Je parle de l'équilibre phosphocalcique. Voilà. Donc, une autre chose, puisqu'on est en biochimie, le phosphate est l'anion le plus abondant au niveau intracellulaire. Donc, faites attention à l'hémolyse. Quand on a une hémolyse, quand on a une lyse cellulaire, type rhabdomyolyse par exemple, on aura un relargage des phosphates. Puisqu'on est en biochimie, il faut rappeler que les phosphates, c'est les phosphates où le phosphate est l'anion le plus important au niveau intracellulaire. Très bien, donc au terme de ce cours, vous devez être capable de découvrir les différentes étapes, d'écrire, je veux dire, les différentes étapes du métabolisme phosphocalcique, l'absorption, la répartition, l'élimination, bon, les différentes les fractions circulantes, les fractions qui nous intéressent pour le dosage, et expliquer pourquoi. Donc, aussi expliquer le diagnostic biochimique du métabolisme phosphocalcique. Voilà comment on peut doser les différents paramètres, voilà, la calcémie, la phosphatémie, calciurie, phosphaturie, mais aussi les hormones qui régulent la calcémie et la phosphatémie. Analyser et interpréter un bilan phosphocalcique. Voilà. Analyser, comment interpréter un bilan phosphocalcique, comment prescrire un bilan phosphocalcique, qu'est-ce qu'il faut connaître, qu'est-ce qu'il faut ajouter pour interpréter un bilan phosphocalcique. Les métabolismes des ions calcium et phosphate, comme on va le voir, ils sont étroitement liés. On va le voir tout au long de ce cours. Vous allez le comprendre. Ils sont étroitement liés. C'est pour cela qu'on étudie l'équilibre phosphocalcique. Voilà, et ensemble, c'est parce qu'ils sont étroitement liés. Vous allez savoir pourquoi. Donc, l'homéostasie ou l'équilibre phosphocalcique fait référence donc à l'ensemble des mécanismes biologiques permettant de réguler ou de maintenir constante la calcémie et la phosphatémie dans cette fourchette, parce qu'en cas d'hypocalcémie, on va voir, on aura des problèmes, surtout la fragilité osseuse, et en cas d'hypercalcémie, c'est aussi d'autres problèmes de régulation. Voilà, et on va les voir en détail, les hypercalcémies, les hypocalcémies, les hyperphosphatémies, les hypophosphatémies en détail, et comment elles sont régulées et à quoi il faut penser devant ces cas de figure. Bon, avant de rentrer dans ces détails, juste pour rappeler, je voulais rappeler en quelque sorte
le rôle du calcium. Donc, on peut pas. Voilà, le calcium est un électrolyte bivalent, c'est un cation bivalent très important. Il a un rôle dans la minéralisation osseuse. Donc, vous connaissez la trame osseuse. Il est riche en calcium. Hein, surtout, qu'on va le voir, des molécules qu'on appelle l'hydroxyapatite, hein, qui ont un rôle très important dans la minéralisation osseuse. Vous avez vu votre cours de la coagulation et que la coagulation dépend du calcium. Donc, il a un rôle très important dans la coagulation. Il a un rôle dans la conduction nerveuse. Vous avez vu en physiologie aussi qu'il a un rôle dans la contraction musculaire, dans l'apoptose, dans la transduction de signal. C'est que quelques rôles cités. Il y en a d'autres, bien sûr. Le rôle des phosphates, vous le connaissez déjà, c'est, comme on l'a vu en biochimie, le rôle, le métabolisme énergétique ou ce qu'on appelle les échanges énergétiques, ce qu'on a vu tout au long du cours de biochimie métabolique, la synthèse de l'ADN, les activités enzymatiques qu'on a vues en biochimie métabolique, vous connaissez déjà ce que ça veut dire phosphatase, ce que ça veut dire phosphorylase, l'équilibre acido-basique, et vous avez vu le tampon phosphate, son rôle qu'on a vu dans l'équilibre acido-basique, la transduction du signal sous forme de second messager GMPC et AMPC. Donc vous voyez, c'est quelques rôles du calcium et du phosphate. Donc leur étude est importante. Voilà, maintenant on passe à la répartition du calcium. Donc le calcium, c'est un cation bivalent, l'électrolyte le plus important de l'organisme d'un point d'un kilo, comme on l'a dit, chez un sujet normal. 99% se trouve au niveau de l'os, déposé sur la trame osseuse sous forme de cristaux d'hydroxyapatite. Donc, le réservoir, et on sort ici le terme réservoir, le réservoir, hein, le terme réservoir de l'organisme en calcium, c'est l'os. C'est l'os. Donc 90% se trouve au niveau de l'os, déposé sur la trame osseuse sous forme de cristaux d'hydroxyapatite. Donc 1% dans les tissus mous, muscles, peau, viscères et les liquides extracellulaires. Vous voyez l'os, ce tissu desséché, hein, que vous connaissez, hein, l'os, et il représente les réserves. Voilà, il représente la réserve en calcium. D'accord, et le calcium est stocké sous forme de cristaux de calcium et de phosphore qu'on appelle les cristaux d'hydroxyapatite. C'est leur formule. Calcium 10, phosphate 6 et hydroxyde. Donc, d'hydroxyapatite. D'accord, c'est la formule des cristaux d'hydroxyapatite. En général, l'os, c'est des substances organiques, des fibres de collagène et des substances minérales se fixant sur les fibres de collagène, les cristaux d'hydroxyapatite. C'est ça, l'os. L'os, c'est des substances organiques, c'est en général les fibres de collagène qu'on connaît de leur structure, qu'on a vu en biochimie structurale, et les substances minérales se fixant sur les fibres de collagène. Et ces substances, c'est en général les cristaux d'hydroxyapatite. Donc, l'os représente le mot réserve de l'organisme en calcium. Et comme vous savez, donc, il y a l'activité de dégradation et de synthèse. Hein, la résorption osseuse, vous avez fait de l'histologie, vous connaissez déjà les osteoclastes. Et c'est les osteoclastes qui vont dégrader la trame osseuse, hein, et on aura une résorption osseuse, une libération du calcium. Voilà, donc les cellules responsables, ce sont les osteoclastes. Voilà, c'est les osteoclastes qui sont responsables de la résorption osseuse. Très bien, on passe maintenant à l'absorption du calcium. Donc l'absorption du calcium se fait au niveau
du duodénum. Donc, son siège, c'est au niveau du duodénum. Et surtout, il est favorisé par l'acidité. Hein. Les milieux acides favorisent la solubilisation des sels de calcium et donc leur absorption. Voilà. Et on a deux mécanismes ici de transport. Un transport actif, il est régulé par la vitamine T, et un transport passif. Voilà, et un transport passif. Voilà. Voilà ce que je viens de dire. C'est le siège, c'est le duodénum. Et voilà, il est favorisé par les milieux acides qui vont favoriser la solubilisation des sels. Et puis, deux mécanismes de transport. Un transport actif et efficace, hormonodépendant. L'hormone ici, c'est le qu'on connaît déjà, on avait en biochimie structurelle, la 1,25-dihydroxyvitamine T, ou ce qu'on appelle la calcitriol. Vous connaissez déjà ça, on l'avait en biochimie structurelle. Calcitriol, c'est la forme active, c'est la forme active de la vitamine T. Voilà. Il est efficace, cette forme de transport, mais saturable, s'active quand l'ingestion de calcium est faible. Quand on a une ingestion de calcium faible, on va, c'est la vitamine T qui va intervenir pour le transport actif du calcium. Donc, quand l'ingestion atteint les 600 mg par jour, là, c'est un transport passif qui prend la relève en fonction des gradients de calcium. Donc, on va l'expliquer par un schéma. On va expliquer tout ce qu'on a dit par un schéma. Voilà, il y a le si on est supérieur à 600 mg, bon, le transport il est passif, 600 mg par litre. Le transport il est passif paracellulaire. Vous voyez, ici, là, la flèche rouge, transport passif paracellulaire. Mais quand la quantité de calcium est faible, il y a l'intervention du calcitriol, 1,25-dihydroxyvitamine T. C'est la forme active de la vitamine T, la calcitriol, qui va stimuler cette protéine qui est la TRPV6. On a la même au niveau des reins qu'on appelle la TRPV5. Ici, c'est la TRPV6 qui va faire rentrer le calcium. Une fois au niveau du cytoplasme, le calcium va être transporté par une protéine qu'on appelle le calcium binding protein, ou qu'on appelle la CalBP, ou la KBP, ou la CABP, comme vous voulez. On l'appelle CalBP, calcium binding protein. La cal de calcium binding protein. Voilà. Et cette calcium binding protein, ou cette protéine de transport de calcium, ou cette protéine fixée en calcium qui va transporter au niveau du pôle basolatéral, et aussi stimulée par la vitamine D. Donc la vitamine D va stimuler la TRPV6, entrer le calcium, transporté par la calcium binding protein, et va être libéré par ces deux parce que ces deux protéines, la NCX, c'est des protéines de libération du calcium avec réabsorption de sodium, ou une ATP qui va libérer le calcium au pôle basolatéral. Ces deux mécanismes de libération du calcium au niveau sanguin du pôle basolatéral. Voilà, donc c'est comme ça, on a deux mécanismes passifs. Donc quand on a une grande quantité de calcium au niveau intestinal, donc le passage il est au niveau paracellulaire, c'est un transport qui est passif, ou un transport actif quand la quantité de calcium au niveau intestinal est faible. Et là, c'est l'intervention du calcitriol, la vitamine D, qui va stimuler ces protéines d'entrée et de transport, la calbindine protéine, et sa libération au niveau des pôles basolatéraux.
L'élimination du calcium. Donc l'élimination du calcium, il est à une élimination fécale. Calcium alimentaire plus calcium des sucres digestifs sous forme de phosphate, de carbonate, de savon, donc sous forme de sel. Et puis élimination urinaire. Donc seul le calcium ultrafiltrable qui filtre à travers le glomérule rénal et plus de 95% sont réabsorbés. Donc plus de 95% du calcium qui passe par le glomérule sera réabsorbé. Donc 95% qu'on appelle du calcium ultrafiltrable sera réabsorbé. La calciurie dépend de la calcémie. Quand la calcémie est basse, la totalité de calcium est réabsorbée. Quand la calcémie est élevée, il y a une réabsorption aux environs de 50%. Donc pas de seuil maximal de réabsorption. Voilà, à la différence des phosphates qui ont un seuil maximal de réabsorption. Ici, on a dit que la réabsorption, elle dépend étroitement de la calcémie. De la calcémie. Mais pas de seuil maximal de réabsorption du calcium. Donc, il faut retenir ça, pas de seuil maximal de réabsorption du calcium, mais il y a un seuil pour les phosphates. Donc, rappelez-vous. Alors, le cycle de calcium. Donc, le calcium, en général, on a dit qu'il va les stocker, les réserves, c'est au niveau du squelette, l'élimination au niveau des reins, au niveau digestif, l'absorption au niveau digestif, et une partie sera ici au milieu extracellulaire et au niveau des plasmes. Ce qui est important pour nous, ce qu'on va doser pour explorer le métabolisme phosphocalcique, c'est pour explorer le calcium, c'est cette partie qui va nous donner une idée sur les échanges, tous les échanges qui se font entre ces différents organes, si on peut le dire. Le squelette qui représente la réserve, milieu d'élimination, les milieux qu'on appelle de régulation et d'absorption. Voilà, donc ici, c'est au niveau du plasma qu'on va doser. Alors, voilà, ici on va prendre un petit moment, et je crois que c'est important. On a au niveau du plasma deux types de calcium. Il y a le calcium qu'on appelle non ultrafiltrable et le calcium qu'on appelle ultrafiltrable. Le calcium non ultrafiltrable, c'est le calcium qui est lié aux protéines. D'accord? C'est le calcium qui est lié aux protéines. Par exemple, l'albumine. Donc, on a une partie qu'on appelle calcium non ultrafiltrable et c'est le calcium lié en général. Puisque l'albumine, on avait dans les protéines que c'est la protéine la plus abondante. Donc, mais en général, aux protéines, c'est 40% des protéines. Bon, on prend l'albumine, puisque c'est la plus abondante, 40%. Alors, et on a le calcium non ultrafiltrable, c'est la calcémie ionisée, ou le calcium ionisé, le calcium libre, qui représente 50%, c'est le calcium ultrafiltrable, et le calcium complexé aux différents ils forment les différents sels, sels solubles, et qui représentent 10%, d'accord, complexé aux sels qui représente 10%. Donc cette partie représente ce qui est filtrable ou ultrafiltrable. Donc on a deux parties, calcium ultrafiltrable, c'est calcium complexé aux sels, complexé aux formes des sels, et le calcium libre, ou ce qu'on appelle la calcémie ionisée, et on a une partie qui est liée aux protéines. Une chose qui est très importante, et on a vu le bilan phosphocalcique. Si le pH va diminuer, si on est en acidose, c'est la partie, la calcémie ionisée, qui va être augmentée. C'est la fraction du calcium ultrafiltrable qui va être augmentée. Une grande partie va passer une grande partie du calcium lié sera libre. Quand le pH augmente, c'est au contraire. Une grande partie du calcium libre sera lié. Et c'est pour cela,
en cas d'acidose et en cas d'alcalose, faites attention au bilan phosphocalcique. C'est pour cela, quand on veut interpréter je parle de la calcémie ionisée. On parle de la calcémie ionisée. La calcémie ionisée, donc la calcémie ionisée, elle dépend du pH. Elle dépend du pH. Donc, verdict, calcémie ionisée, elle dépend du pH. Nous, en général, qu'est-ce qu'on va mesurer en biochimie, parce qu'on est en biochimie, qu'est-ce qu'on va mesurer? On va mesurer tout ça. Donc, c'est ce qu'on appelle la calcémie totale. On va mesurer tout ça. C'est la calcémie totale. Ou on peut mesurer seulement cette fraction. C'est la calcémie ionisée. C'est la calcémie ionisée. Donc, on a le choix, calcémie totale, calcémie ionisée. Mais ce qui donne une idée sur le calcium et sur l'équilibre phosphocalcique d'une manière fidèle, c'est la calcémie ionisée. Et vous allez voir que les régulations vont se faire sur la base de cette calcémie ionisée. Mais faites attention quand vous allez doser la calcémie ionisée, faites attention à quoi? Au pH. Donc on a deux fractions qu'on peut doser. La calcémie totale, ici on doit faire attention à quoi? Aux protéines, au taux de protéines. Si on a une hyperalbuminémie, par exemple, ou si on a une si on est en hypoalbuminémie, donc la fraction liée aux protéines sera faible. Et donc la calcémie ionisée sera élevée. Donc c'est pour cela, quand on va doser une calcémie totale, c'est vraiment, il n'est pas fidèle, il ne donne pas une idée sur l'équilibre phosphocalcique, sur le calcium. Donnez pas une idée sur le calcium. Il faut toujours, quand vous dosez une calcémie, quand vous avez calcémie totale, je veux dire, ça veut dire ça, calcémie totale. Si vous avez une hyperalbuminémie, une hypoprotéinémie, une hyperprotéinémie, il faut toujours penser à quoi? À corriger la formule. D'accord? À corriger la formule. Et comme vous le savez, en général, les corrections, bon, ils sont bien, ils sont bonnes, mais si vous pouvez avoir la calcémie ionisée, il vaut mieux avoir la calcémie ionisée. Donc, dans les conditions de laboratoire, on va voir que c'est très difficile de doser la calcémie ionisée parce que vous voyez qu'elle dépend du pH. Et donc, on dose ce qu'on dose en routine, c'est la calcémie totale, c'est tout ça ce qu'on dose en routine, mais on va toujours, s'il y a une hypoalbuminémie ou une hyperprotéinémie, on va toujours corriger la formule pour avoir une calcémie juste, plus ou moins juste. Voilà. Donc le dosage, on avait un petit peu une idée, vous avez une idée sur le calcium, les fractions qu'on dose, pourquoi on va les doser. Donc on a les passe au phosphate. Donc phosphate, la fraction, il existe ici au niveau de l'os, sous forme d'hydroxyapatite. Dans les tissus mous, on a beaucoup de phosphate, 14%, plus que le calcium, car ça va en général 1%, mais les 85% au niveau de l'os. Au contraire, 99% au niveau de l'os pour le calcium. Donc, dans le plasma, il n'y en a que 1%. Et c'est en général des phosphates organiques, ATP, phospholipides, vous connaissez déjà, et des phosphates organiques sous forme H2PO, et ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on dose en général. La phosphatémie, elle est dosée au laboratoire. Juste une chose, qu'on vient de le dire, éviter les hémolyses. Donc, on va voir comment les phosphates sont absorbés au niveau intestinal. C'est de la même manière, le siège est le même si au niveau du jejunum ou les lions. Et on a un transport
passif, hein, vous voyez la flèche ici, la flèche bleue, transport passif, paracellulaire. Et on a aussi un transport actif et qui dépend hein, de la vitamine T activée, qu'on appelle la calcitriol. Hein, et cette synthèse, c'est un porteur hein, de sodium et de phosphate. La protéine s'appelle la NPT2B. D'accord. C'est un porteur de sodium et de phosphate. Il est sous la dépendance du calcitriol. Il représente cette forme active ou cette absorption active. Il ne représente que 15%. Il est sous la dépendance du calcitriol, mais en général, le transport, 85% du transport, il est passif. Voilà. Siège du génome, ce que je disais, génome et léon. Transport passif paracellulaire. Transport actif dépendant les 1,20. Voilà. En parallèle à la force, c'est ce qu'on vient de dire, ce qu'on vient expliquer sur le schéma. Donc, c'est déjà fait. Voilà, l'élimination. L'élimination, il est fécale. 30% sous forme de phosphate ingéré. Rénal, phosphate ultrafiltrable, 90%. Donc, va être réabsorbé au niveau rénal, essentiellement au niveau des tubes proximaux. Donc, les phosphates ultrafiltrables, 90%, vont être réabsorbés au niveau rénal, essentiellement au niveau du tube proximal. On a dit que la réabsorption, il n'y a pas de seuil rénal de réabsorption pour le calcium. Mais pour le phosphate, il y a le seuil rénal des phosphates qu'on appelle TMPI, qui permet de déterminer la concentration plasmatique de phosphate, au-delà de laquelle l'excrétion de phosphate croît linéairement avec la phosphatine. Voilà, il y a un seuil rénal de phosphate. On passe maintenant à la régulation du métabolisme phosphocalcique. Donc la régulation du métabolisme phosphocalcique, on commence par le calcium. Calcium, c'est la calcémie ionisée. J'ai dit que calcémie ionisée, qu'on l'a vu, calcium libre, qui n'est pas lié n'est pas complexé, ne font pas de sel, et n'est pas lié aux protéines. La calcémie ionisée, c'est elle qui va participer aux régulations, d'accord, par la stimulation des récepteurs qu'on appelle les calcium sensing récepteurs au niveau des parathyroïdes. On va les voir. Donc, calcium ou la calcémie ionisée a un rôle très important dans la régulation. Le réservoir, un système de stockage représenté par le réservoir qui est le squelette, et un système régulateur représenté par, il y a cette triade, un système régulateur représenté par les hormones. Puis pour les phosphates, les reins vont jouer un rôle très important. Donc en cas d'insuffisance rénale, vous avez une hyperphosphatémie. Donc les hormones, surtout les protéines appelées, donc les hormones, c'est comme le calcium, mais surtout les protéines appelées les phosphaténines, dont on va voir aujourd'hui la plus connue de ces protéines, est le FGF23. Le FGF23. FGF de Fibroblast Growth Factor 23. FGF23. Fibroblast Growth Factor 23. FGF23. Un des phosphaténines les plus importants, qui est un rôle très important dans la régulation. De la même manière, on va dire, triade, 3 cibles, intestin, réservoir os et l'élimination au niveau rénal. Donc, c'est les cibles de la régulation du métabolisme phosphocalcique. Il y en a 3 hormones, des 4 hein, ici, PTH, calcitonine, vitamine D et phosphatonine. On n'oublie pas phosphatonine ou leur rôle, parce que phosphatonine, c'est seulement phosphate, pas le calcium. Donc, on va commencer par le commencement. On commence par le PTH, il est grand, hein. On va commencer par PTH. PTH.
Alors, la PTH, l'hormone parathyroïdienne, il est sécrété par les glandes parathyroïdes. La pré-pro-PTH, vous la voyez, pré-pro-PTH. Et ici, c'est très important, vous connaissez quand on a étudié la liaison entre les acides aminés pour la formation des protéines. D'accord? Vous avez toujours, on va orienter notre peptide. Ici, c'est un peptide, il a moins de 100 acides aminés. C'est un peptide, c'est pas une protéine, c'est un peptide. Donc, on a ici la partie N. Ici, c'est une protéine supérieure à 115. Ici, c'est un peptide. Donc, moins de 100 acides aminés. Ici, oui. Pré-pro-PTH, synthétisé par les cellules parathyroïdiennes sous forme de précurseur. Celui-ci, il sera clivé et stocké sous forme de pro-PTH au niveau des granules cytoplasmiques des glandes parathyroïdiennes. Ces granules sécréteront dans la circulation la forme active principale. Voilà, et celle-là, le 1,80. C'est la PTH qu'on a connue. D'accord, voilà. Et on a donc la pro-PTH qui va être clivée en pro-PTH. Et après, les glandes qui vont stocker des pro-PTH. Et après, clivage va donner la PTH intacte, qui est la forme active il a 84 acides aminés. Ici, vous voyez la 1,34, c'est la forme, c'est le fragment actif. C'est un fragment N-terminal. Rappelez-vous ce que veut dire fragment N-terminal. Ici, le fragment C-terminal. On a deux fragments. Il y a le fragment 1,34 et qui est utilisé aussi comme médicament. C'est la forme, c'est le fragment actif de la PTH. Et il y a le fragment C-terminal 34-84 et qui n'est pas la forme active de la PTH. Alors, la PTH, il a une demi-vie. C'est un peptide de 84 acides aminés. Il est formé à partir d'un précurseur qui est le pré-pro-PTH et la pro qui va donner par clivage la pro-PTH stocké au niveau des granules. Après, clivage va donner la PTH. La PTH, c'est 84 acides aminés. Il a un temps de demi-vie inférieur à 5 minutes. Il est formé d'un fragment N-terminal. Rappelez-vous de la fragment terminal. On orientait toujours, quand on faisait la biochimie structurelle, on orientait toujours les peptides et les protéines. Dans le fragment N-terminal 1,34, c'est la partie active. Et le fragment 34-84 qui est la forme ou le fragment C-terminal inactif. D'accord? Donc, protéolyse hépatique et rénale, fragment N-terminal actif, un temps de vie moins de 5 minutes, et le fragment C-terminal qui est inactif. Voilà, c'est une activité biologique par l'intermédiaire de l'AMP cyclique. Alors, la PTH est une hormone hypercalcémiante et hypophosphorémiante. Donc, c'est une hormone qui est hypercalcémiante, va stimuler la résorption osseuse, stimuler l'activité osteoclastique et qui va stimuler la résorption osseuse, libérer du calcium au niveau rénal. Il est hypercalcémiante, il va augmenter la réabsorption de calcium. Au contraire, il va stimuler la sécrétion du phosphate. C'est une hormone hypophosphorémiante. Alors, donc, rappelez-vous, PTH est hypercalcémiante et hypophosphorémiante. Il est hypercalcémiante et hypophosphorémiante. Donc, la calcémie ionisée va se fixer, on a beaucoup parlé de différentes fractions du calcium. Et on a dit que
La calcémie ionisée ou le calcium, cette forme libre, va se fixer, hein, euh, sur des calcium sensing receptors qu'on appelle CASR, calcium sensing receptor, au niveau des parathyroïdes, et qui va provoquer, la calcémie ionisée va se fixer sur ces récepteurs au niveau des parathyroïdes, les calcium sensing récepteurs, ce qui va provoquer la libération du PTH. PTH qui va agir au niveau de l'os par une augmentation de la résorption osseuse, résorption qu'on appelle résorption osteoclastique, des ostéoclastes, des cellules qui vont dégrader la matrice osseuse, dégrader la trame osseuse. Au niveau de l'intestin, il n'a pas d'action, mais il a une action via la vitamine D. Et au niveau rénal, une augmentation de la réabsorption du calcium et une diminution de la réabsorption du phosphate. C'est pour cela qu'on dit qu'il est hypercalcémiante et hypophosphorémiante. Donc PTH est une hormone hypocalcémiante. Donc la sécrétion, quand la calcémie ionisée va baisser, il y a l'apparition des calcium sensing récepteurs au niveau des parathyroïdes qui vont fixer le calcium et qui vont sécréter le PTH. Donc c'est la diminution de la concentration en calcium qui va être mesurée par ces calcium sensing récepteurs, et ces calcium sensing récepteurs qui vont libérer la PTH. PTH, donc, c'est une hormone hypercalcémiante hypophosphorémiante. Calcitonin. Calcitonin, c'est une hormone d'origine thyroïdienne, la thyrocalcitonin. C'est une hormone hypocalcémiante et c'est une hormone hypocalcémiante. Donc, la calcitonine n'a pas d'action directe au niveau de l'intestin. Il stimule l'accrétion osseuse, donc hypocalcémiante, hypophosphorémiante. Il diminue la réabsorption du calcium et diminue la réabsorption des phosphates. C'est pour cela qu'on dit qu'il est hypocalcémiante et hypophosphorémiante. Enfin, pas enfin, bon, il reste la vitamine D. Donc, les phosphatonines. Phosphatonines, vous voyez que phosphate, pas de calcium. Donc, les phosphatines, c'est plusieurs protéines. Donc, on va avoir un représentant, c'est le FGF23. FGF, comme j'ai dit, Fibroblast Growth Factor 23, c'est un peptide circulant, c'est un peptide qui est glycosylé, le mot de la biochimie actuelle. Il est formé de 251 acides aminés. Il est sécrété par le gène porté par le chromosome 12. Alors, le FGF 23, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il a comme action? Premièrement, le FGF 23, il est sécrété par les ostéocytes. Hein, les ostéocytes, c'est les cellules de l'os. Voilà, donc le FGF 23, il est sécrété par les ostéocytes. Dans les reins, qu'est-ce qu'il va faire? Il va inhiber la réabsorption des phosphates. Donc, quand il va inhiber, donc c'est en général, c'est une hormone hypophosphorémiante. Le FGF23 va contrôler le métabolisme. Il a aussi une action directe sur les reins. Il va inhiber la réabsorption des phosphates, mais il a aussi une action indirecte. Il va inhiber l'activation de la vitamine T, toujours au niveau rénal, et il va stimuler la formation des formes inactives de la vitamine T via l'expression de la 24 hydroxylase qui va inhiber la vitamine T, voilà, qui va donner la forme inactive de la vitamine T. Voilà.
Voilà, dans les parties fluides, il inhibe la sécrétion de PTH. Donc, c'est en général FGF23. C'est une hormone hypophosphatimiante, si on peut dire. Voilà, comment il va agir. Donc, FGF23, quand la vitamine D, quand la calcitriolémie, la forme active de la vitamine D, sa concentration elle est élevée, il va stimuler le FGF23. Quand les apports en phosphate ils sont élevés, quand la phosphatémie est élevée, ça va stimuler la FGF23. FGF23 va agir directement sur les reins via la diminution de l'expression à la membrane apicale des cellules tubulaires proximales de NPT2A et de NPT2C, qui ont un rôle dans la réabsorption. Ils vont inhiber donc la réabsorption rénale des phosphates. Ils vont inhiber la réabsorption rénale des phosphates. Ils vont donner une hypophosphatémie, ils vont diminuer la phosphatémie. Ou une action qui est indirecte via soit l'inhibition, ce qu'on avait dire, l'inhibition de la 1-alpha-hydroxylase, donc l'activation de la vitamine T, ou la stimulation de sa inactivation par la 24-hydroxylase rénale. Donc, il va diminuer la calcitriolémie, donc une inhibition de l'absorption digestive du phosphate, donc diminution de la phosphatémie. Donc, voilà le mécanisme d'action du FGF23 que vous devez connaître par cœur. On passe maintenant à une vitamine qui est très médiatisée, très connue. Tout le monde en parle. C'est la vitamine T. La vitamine T, ici, je parle de la forme active, calcitriol. Il va, et ce qu'on a vu, on a vu dans le mécanisme d'absorption, augmenter l'absorption du calcium, augmenter l'absorption du phosphate, et on a vu comment, par quel mécanisme. Au niveau de l'os, il va augmenter la résorption ostéoclastique de l'os ancien. Il va augmenter la minéralisation osseuse. Voilà, donc c'est le calcitriol, c'est une hormone hypercalcimiante et hyperphosphorémiante. Phosphatémiante, comme vous voulez. Voilà, on va parler un petit peu de la vitamine D. Donc, la vitamine D, soit elle est synthétisée par la peau, par le 7-dihydrocholestérol, sous l'action des UV, va donner la vitamine D3. D'accord? Que vous connaissez déjà. La vitamine D3, ce qu'on appelle la cholecalciférol, vitamine D3. Cette même vitamine D3, il peut être apportée par les huiles de foie, de poisson, de produits laitiers d'origine animale. Ce qu'on appelle la vitamine D3. Voilà, jaune d'œuf, poisson, lait, tout ça, on peut avoir cette forme vitamine D3. On peut avoir la vitamine D2 aussi par l'alimentation d'origine végétale. Qu'on va voir, on a un schéma plus important, on va voir toutes les régulations ensemble, tous ces hormones qu'on a vues, on va les voir ensemble, on va récapituler. Juste, il va donner, donc l'apport végétal va donner la vitamine D2 qu'on appelle l'ergocalciférol. Ça, on l'a vu en biochimie structurale, les deux structures, cholecalciférol et ergocalciférol. Donc, ils vont, au niveau du foie, ils vont subir une première hydroxylation. Il va donner la 25-hydroxy vitamine T ou le calcidiol. Le calcidiol, cette calcidiol, c'est ce qu'on dose. C'est ce qu'on appelle la forme de réserve parce qu'il y a un temps de demi-vie qui est important. Voilà. Et au niveau des reins, il va subir son activation. La vitamine D va subir son activation. Il va donner cette forme, le 1,25-dihydroxyvitamine T qu'on appelle communément calcitriol. C'est la forme active. Donc, si on peut dire, récapitulons, donc pour la vitamine T, il y a un apport soit alimentaire, soit il y a une synthèse par la peau, soit l'apport alimentaire d'origine végétale. Donc, on aura la vitamine T inactive,
Et il va subir une première hydroxylation qui va donner par une 25 hydroxylase et ou au niveau du foie. Il va donner la 25 hydroxyvitamine T et c'est ce qu'on appelle la calcidiol et cette forme qu'on dose, c'est la forme de réserve, la 25 hydroxyvitamine T. Pour connaître votre statut en vitamine T, c'est ce qu'on va doser, la 25 hydroxyvitamine T. Mais pour avoir la forme active de la vitamine T ou la calcitriol, il vous faut une deuxième hydroxylation au niveau des reins, et ce qui va donner la 1,25 hydroxyvitamine T, qui est le calcitriol. C'est la forme active. Donc, la synthèse, soit par l'apport, soit apport alimentaire. Première hydroxylation qui va donner la forme de réserve au niveau du foie. Deuxième hydroxylation qui va donner la forme active au niveau des reins. Puisqu'on est en biochimie, c'est la forme qu'on dose, c'est la 25 hydroxyvitamine T. C'est la forme qu'on dose. En général, on dose la 25 hydroxyvitamine D3 plus 25 hydroxyvitamine D2 s'il y a un apport alimentaire végétal. Donc, on dose les deux formes, ce qu'on appelle, et ce que vous allez voir, vitamine T totale. Mais en général, en ce qui concerne l'activité, vitamine D3 ou vitamine D2, c'est la même chose. Mais vitamine D2 va subir aussi une activation au niveau des reins par l'action de 1-alpha-hydroxylase qui va donner 1,25 hydroxyvitamine D2. Donc le nom qui diffère ici, cholécalciférol. D2, c'est ergocalciférol. Très bien. Alors, on a ici les parathyroïdes. Et les parathyroïdes, ils ont un rôle très important. On a dit qu'ils vont stimuler l'hydroxylation de la vitamine D, son activation. Mais en général, comment ils vont fonctionner pour sécréter le PTH? Donc, ici, au niveau des parathyroïdes, vous le voyez ici, c'est les parathyroïdes, voilà. Les parathyroïdes, vous voyez ici, la forme de la thyroïde, c'est forme de papillon, et dedans, il y a les parathyroïdes. Donc, les cellules parathyroïdiennes, donc, comment ils vont agir? Donc, on a dit une baisse de la calcémie ionisée induit une inactivation des calcium synthèse récepteurs au niveau des parathyroïdes, ce qui stimule la sécrétion de PTH. Donc, une baisse de la calcémie ionisée va diminuer. Une baisse de la calcémie ionisée induit une inactivation du calcium synthèse récepteur, ce qui stimule la sécrétion des PTH. Voilà. Donc, on a parlé des parathyroïdes. Juste pour vous rappeler, donc il y a pour la vitamine T, on a l'apport animal, la synthèse par la peau, à partir du 7-déhydrocholestérol qui va donner la prévitamine D3, qui va donner la vitamine T3, la cholécalciférol. Et puis ici, vous avez la vitamine D2, l'ergocalciférol, l'apport végétal. Ils vont subir toutes les deux une hydroxylation au niveau du foie. Ils vont donner la forme de réserve qu'on va doser. C'est la 25 hydroxyvitamine T. Alors, la 25 hydroxyvitamine T va subir une activation au niveau des reins pour donner cette activation via la 1-alpha-hydroxylase pour donner la 1,25 dihydroxyvitamine T. Mais l'activation, pas seulement au niveau des reins, il y a aussi au niveau des tissus. La 1-alpha-hydroxylase se trouve dans différents tissus, d'accord, qui va donner la forme active 1,25 hydroxyvitamine D, mais qui va agir in situ au niveau des différents tissus.
Donc, l'activation au niveau des tissus. Donc, et il y a une activation au niveau des reins via l'action de la 1-alpha hydroxylase qui va donner la 1,25-dihydroxyvitamine T, qui est le calcitriol, la forme active, et qui a tout ce qu'on a pu dire. Voilà. Donc, le FGF23 va inhiber l'activation par la 1-alpha hydroxylase. La concentration élevée en calcitriol aussi va inhiber la 1-alpha hydroxylase. La PTH, qu'on a dit, libérée ici des cellules parathyroïdiennes, quand on a une baisse de la calcémie, induit une inactivation, une baisse de la calcémie ionisée, induit une inactivation du calcium synthèse récepteur, CASR, ce qui stimule la sécrétion du PTH. Alors, PTH va stimuler l'activation de la vitamine T. D'accord, on va stimuler l'activation de la vitamine T. Donc, vous voyez, ici, on a vu tous les hormones, mais aussi le FGF23, la vitamine D peut être inactivée. Hein? En cas de présence de grande quantité de vitamine D, la vitamine D peut être activée, mais au niveau rénal, par la 24 hydroxylase, il va donner la 24-25 hydroxylase. Et c'est une forme inactive de la vitamine D. Donc, la stimulation de cette enzyme d'inactivation, si on peut le dire, est stimulée par le FGF23 et par la 1,25-dihydroxyvitamine T lui-même, quand il y a une grande quantité de vitamine T, quand il y a une grande quantité de la forme active de la vitamine T. Voilà, grosso modo, on a une idée générale sur la régulation du métabolisme phosphocalcique et toutes les hormones qui vont intervenir. Donc, on a ici, comme vous voyez, donc, il y a une interaction entre les différentes hormones. D'accord, il y a une interaction et une interrégulation. D'accord. Voilà, le PTH qui dépend de la calcémie ionisée va être sécrété, va activer la vitamine T qui est aussi synthétisée ou apportée par l'alimentation. Voilà, il va l'activer. Soit il peut être désactivé par la vitamine T active ou par la FGF23. Soit on va arrêter la FGF23, arrêter l'activation de la vitamine D. La PTH, au contraire, elle stimule l'activation de la vitamine D via la 1-alpha hydroxylase qui va donner la forme active. On ne dose pas cette forme active, elle a un temps dynamique très faible. Voilà. C'est la forme de réserve qu'on va doser en Vichy. Très bien, donc on a un petit peu vu les mécanismes de régulation et les interactions entre les différentes hormones. On peut dire interrégulation entre les différentes hormones. Alors, sachez que le métabolisme phosphocalcique dépend aussi d'autres hormones, hein, comme les hormones sexuelles. Les hormones sexuelles, surtout les œstrogènes, ils augmentent l'absorption de calcium, surtout les œstrogènes, augmentent l'absorption du calcium et augmentent la minéralisation osseuse. Les hormones thyroïdiennes, elles augmentent l'absorption du calcium, elles augmentent le renouvellement osseux, elles augmentent l'excrétion urinaire du calcium. Le cortisol, là, qu'on va voir, le cortisol, il va diminuer la minéralisation osseuse et diminuer l'absorption du calcium. Donc, je vais m'arrêter là pour cette première partie et on va continuer avec les dosages et les interprétations des différents paramètres du bilan phosphocalcique. Merci beaucoup.